Bonjour à tous, bonjour Sonia. Alors, comme Guy, j'ai tutoyé ma vieille copine. Donc on est entre nous, on va discuter d'ailleurs. Passion et métier, que font ces deux mots dans la même phrase? Après l'évocation de tous ces vrais métiers en plus. On nous a tannés avec les patients experts et maintenant ils veulent être payés. C'est bien beau, mais avec quelle légitimité, quels moyens, quelle responsabilité, quelle évaluation? Et d'ailleurs, ChatGPT n'a pas mis le patient dans sa liste des nouveaux métiers. Voilà quelques-unes des phrases souvent entendues quand on parle de cette structuration de l'engagement patient qui devient à la marge ou à la pointe un nouveau métier. Du patient acteur de sa santé au patient partenaire professionnel en passant par toutes les modalités d'action, d'accompagnement pour leur pairs et pour les systèmes de soins, on va voir de qui on parle vraiment aujourd'hui quand on parle de métier. Pour comprendre de quoi on parle, avant de donner la parole à Sonia, il faut avoir en tête l'évolution en à peine 3 décennies du rôle des patients dans le système de soins. La relation entre le patient et les professionnels de santé a fortement évolué avec la prise en compte de l'expérience patient, de son savoir expérientiel, de ses savoirs situés. Nous avons vécu, Sonia, moi et beaucoup d'autres, le changement de paradigme quand le patient est devenu un acteur d'abord de sa propre santé, puis progressivement pour les autres malades, puis pour la cause et pour l'évolution du système de soins. Alors est émergé le concept de patient expert, on va en parler un petit peu. Et pour accompagner cette évolution, en allant très rapidement, des formations se sont aussi mises en place pour développer, on va voir aussi pour quelle formation, pour quels moyens. Et finalement, le patient expert ou patient partenaire est à l'interface du rôle entre rôle professionnel et engagement citoyen avec différentes fonctions. Sonia, est-ce que l'étape suivante, c'est forcément de devenir un métier? Bon, la question du métier, elle se pose parce qu'en fait, un métier, c'est une occupation à temps complet. Donc forcément, une occupation permanente. En tant que patient avec une maladie chronique, on coche les cases. Maintenant, la vraie question qui est soulevée derrière est-ce un métier, c'est est-ce un emploi? Et si c'est un emploi, est-ce que c'est un revenu? Et c'est ça, finalement, la question sous-jacente et qui cristallise un peu les débats autour de ça. Métier, profession, formation, pas formation. Tout au bout de ça, il y a le statut professionnel. Est-ce qu'être un patient peut faire, en fait, un professionnel? Alors, disons-le, un professionnel de la santé. Aïe, aïe, aïe. Donc, cette grande question du revenu. Donne-nous quelques exemples concrets de ces nouveaux métiers. Est-ce que certains sont un peu structurés? Oui, alors on a pas mal d'exemples de consultants freelance qui, au décours d'une compétence personnelle préalable à la maladie ou au décours de la maladie, rencontrent voilà, un phénomène dans leur vie, un aléa, et derrière, ils présentent des capacités de consulting, etc. Et on a un très bon exemple qui est le médiateur santé-pair, qui lui a fait ses preuves depuis 10 ans maintenant d'expérience et qui reçoit une formation quand même conséquente pour ensuite s'impliquer auprès des pairs. Donc là, on est sur 2 exemples d'emploi et de revenus. Oui, notamment en santé mentale. Donc qu'on soit clair, tous les patients ne sont pas destinés, voués à devenir des professionnels de la santé. Non, évidemment. Donc il y a aussi toute cette démarche d'engagement citoyen, tu le disais tout à l'heure, et donc autour de la structuration dans les associations de patients. Donc on a évidemment toujours cette notion du revenu, je dirais, mais là c'est le défraiement. Donc c'est pas tant que de s'engager puisse être une rémunération, mais au moins qu'il n'y ait pas de charge pour la personne qui s'implique. Et donc là on va retrouver le représentant des usagers, le bénévole, le patient expert, mais aussi le patient qui s'implique dans la recherche. Mais donc on dirait qu'il y a pas une ambivalence, mais en tout cas, en même temps, l'engagement associatif, la professionnalisation, ça se croise, ça se mélange. Oui, ça cohabite, mais ça soulève aussi des problématiques éthiques, hein, la partie professionnalisation, revenu, contrat. D'abord, autour de la discrimination positive. Est-ce que demain, si je suis au chômage, il faudra que je prie pour avoir une maladie chronique et éventuellement avoir un parcours professionnel possible que je n'aurais pas envisagé avant. Ça pose aussi des problèmes d'équité parce que tout le monde n'est pas sur des capacités comparables, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Donc ça soulève ça aussi. Ça soulève la question de la professionnalisation excessive. Est-ce qu'on va garder l'empathie, la mobilisation citoyenne, parce que ça revient à aller au travail. Donc est-ce qu'on sera encore en capacité d'être dans cet accompagnement désintéressé et finalement aussi la marchandisation de l'expérience patient.
Et j'ai parlé dans mon introduction de formation. Est-ce qu'on est forcément formé pour devenir patient professionnel, si je prends le gros mot avec beaucoup de guillemets? Alors non, ça dépend à quel niveau on s'implique et quelle est la nature de l'implication. J'ai imaginé le patient expert qui s'implique en éducation thérapeutique, il va falloir qu'il soit formé à minima aux 40 heures, comme les professionnels de santé, pour s'impliquer dans un programme. Un patient qui s'implique dans la recherche va être obligé aussi d'avoir une formation correspondante, et le représentant des usagers maintenant a une obligation de formation. Donc non, mais pour être bénévole, ce n'est pas utile d'avoir une formation spécifique. Oui, on pourrait parler aussi des patients formateurs, on va parler de la formation des professionnels de santé, c'est aussi le rôle des patients formateurs. Ce qui est compliqué en fait, c'est qu'on est dans une cartographie très récente de cette évolution de la structuration de l'engagement et que tout se mélange en fait. Oui, tout se mélange et il n'y a aucun consensus. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas tous en accord pour dire comment on détermine la nature de telle implication. Est-ce qu'il s'appelle patient expert? Rien que le terme ne met pas tout le monde d'accord. Donc, on n'en est pas encore au consensus. D'ailleurs, on parle plus de patients partenaires aujourd'hui. Il y a eu un glissement patient de patients intervenant, patient partenaire. Il y a encore pas mal de lexique possible. C'est aussi le lot de toute évolution sociale et sociétale de trouver les bons mots pour se définir, pour se cadrer. Est-ce qu'il faut d'ailleurs aller vers plus de cadres, au-delà de l'éthique dont on a parlé, de cadres un peu réglementaires, d'évaluation, pour voir comment ça rentre dans un modèle économique également? On peut toujours, l'évaluation, on adore ça, hein, évidemment. Pour déterminer si derrière on doit reconduire le modèle, il faut évaluer. Maintenant, la vraie question pour moi dans cette cohabitation, c'est comment on trouve l'équilibre justement entre l'engagement citoyen et la reconnaissance professionnelle de l'autre, de certains patients qui peuvent s'impliquer différemment. Il n'y a pas de consensus même entre les patients, entre les représentants de patients. C'est une discussion qu'on a régulièrement et qui n'est pour l'instant pas aboutie. Mais là encore, il y a 30 ans à peine, il y avait les états généraux des malades du cancer, les états généraux de la santé, où les malades commençaient à prendre la parole. C'est juste prendre la parole. Progressivement, ils se sont impliqués. Et on est encore un peu dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours invité à être autour de la table pour donner un avis complémentaire. Il y a encore des sujets où il ne semble pas évident que le premier concerné puisse apporter un avis et un éclairage. Donc le chemin va être encore long. Oui, c'est la grande phrase, on dit souvent oui, maintenant le patient est au cœur de toutes nos discussions. Oui, mais est-ce qu'il est autour de la table? Oui, c'est ça, c'est la notion de collaboration qui échappe encore un petit peu à beaucoup d'initiatives. Ouais, même si de plus en plus quand même de professionnels progressivement ont compris l'intérêt. J'aime bien me projeter un petit peu, d'avoir une vision un peu prospective éclairante. Comment tu vois, si on se projette dans 10 ans, la place de ces patients dont l'engagement est structuré à tel point que ça devient un métier? Vous avez utilisé cette phrase-là. J'en reviens à l'équilibre. Hein. Pour moi, ça doit cohabiter avec l'engagement citoyen bénévole, qu'on ne doit absolument pas perdre de vue. Et tu parlais tout à l'heure de trouver un modèle économique. Moi, je rêve finalement, parce qu'on pointe beaucoup du doigt le soutien industriel aux associations de patients. Même s'il y a des lois, même si tout est cadré, ça reste quand même un sujet à débat. Moi, je rêve d'un modèle un peu sur le modèle syndical, où en fait, peut-être l'industrie pourrait abonder dans un pot commun qui pourrait nourrir un temps dédié sur le temps de travail pour les personnes en activité et pour les autres, un temps d'implication dans la démocratie en santé. Merci Sonia. En une dizaine de minutes, on a essayé d'apporter quelques billes et on peut se donner rendez-vous dans 10 ans et peut-être même, j'espère, avant pour voir comment ce mouvement irréversible, parce que je pense qu'on est quand même tous persuadés que c'est un mouvement qui est irréversible de l'engagement patient, comment ça aura évolué, comment ça se sera structuré. Et voir s'il y a, je ne pense pas qu'il y a pour le coup à remplacer ce métier-là, cet engagement-là. En tout cas, il ne remplacera pas le patient. Merci beaucoup Sonia. Voilà, on a...